messieurs, bonjour et bienvenue. Je voudrais d'abord me présenter. Je m'appelle Habib Karaouli, je dirige actuellement une banque d'affaires, Cap Bank. D'abord, je dois vous dire à qui je dois d'être ici pour présider cette séance. Je le dois à l'invitation de mon ami Samuel Aouedi, qui m'a demandé gentiment, puisque je suis un peu ce que le laboratoire fait depuis un certain nombre d'années, d'être parmi vous pour essayer, un tant soit peu, de contribuer à générer de nouvelles hypothèses de travail et de générer une approche nouvelle sur les considérations de la croissance et du développement économique, avec l'intégration, d'ailleurs, que vous avez mis comme exergue de votre colloque, à savoir le développement durable, intégrant bien entendu la finance durable et toute l'instrumentation et tous les véhicules et tous les outils qui ont été créés à cet effet, avec les conséquences sur finalement le bien-être, ce qui est l'objectif de toute activité, le bien commun de toute activité économique. Donc j'ai vraiment l'honneur et le privilège d'être parmi vous aujourd'hui, surtout dans ce panel absolument prestigieux, puisque nous avons la chance d'avoir parmi nous Abdeljabar Bsaïs, que tout le monde connaît, et qui a été un pionnier en fait, et un des premiers à avoir intégré la dimension humaine et sociale dans le processus de développement. C'est un des premiers, à ma connaissance, en Tunisie, à avoir posé cette problématique croissance versus développement et à avoir abordé beaucoup de thèmes. C'est pour ça qu'il a beaucoup travaillé sur l'éducation, d'ailleurs, qui est un élément capital déterminant dans le développement. Et donc, nous avons vraiment aujourd'hui la chance de l'avoir parmi nous pour faire une communication sur justement son, j'allais dire, thème favori, c'est croissance versus développement. Et pour rejoindre un peu l'intitulé de notre conférence plénière numéro 3, développement durable et dimension économique et sociale. Nous aurons par la suite à écouter une communication également de Sihed Isaïm, qui a beaucoup travaillé, comme vous le savez, sur ces questions-là, avec aussi une dimension qui est un point commun avec ce que ça a fait Abdeljabar Bsaïs, c'est la dimension éducation, formation professionnelle et emploi et formation continue durant toute la vie, c'est un peu leur point commun. Et Sihed Isaïm a cette particularité d'avoir travaillé sur justement j'allais dire, les aspects sociaux, outre le fait qu'il ait travaillé, comme vous le savez, au ministère pour l'élaboration, un peu la restructuration de l'enseignement supérieur, ce qu'il nous propose aujourd'hui, sur ce thème un peu générique, contrat social et développement durable, quelle logique? Je suis sûr qu'il ne manquera pas d'aborder tous les éléments que je venais d'indiquer tout à l'heure. Nous, je voudrais juste dire pourquoi je m'intéresse à ces questions-là. La finance durable, c'est un thème qui a été, comme vous le savez, abordé depuis pas mal de temps. Mais la crise du Covid est passée par là pour agir comme un élément accélérateur dans la prise en compte des éléments qui n'étaient pas suffisamment abordés par à la fois la théorie économique et également l'économie expérimentale. Nous sommes actuellement en train de travailler sur un index de performance ESG parce que nous pensons que l'économie moderne, parce que le capitalisme moderne va être un capitalisme beaucoup plus social, environnemental et avec une intégration de la gouvernance dans un sens la plus large, gouvernance versus, j'allais dire, capacité ou efficience, etc. Donc, vraiment, le thème que l'on va aborder aujourd'hui est un thème très intéressant. Sans plus tarder, je vais donner tout de suite la parole à Sir Abdeljabar pour qu'il nous fasse état de sa communication sur ce sujet-là. À vous la parole, Sir Abdeljabar. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un honneur, c'est un plaisir. Sir Karaouli, que je viens de connaître, a été trop élogieux à mon égard. Et je ne mérite pas tant.
Je ne suis toujours que cet étudiant toujours en quête de savoir. Ensuite, je me permets de rendre hommage à mon vieil ami Sami El-Awadi, qui a bravé le Covid et qui a tenu à assurer ce colloque, nonobstant les difficultés sanitaires possibles. J'espère qu'il n'en sera rien pour nous tous. Par ailleurs, c'est un réel plaisir que de me retrouver devant vous pour participer du peu que je puisse le faire par quelques petites contributions. Alors l'intitulé de cette fois-ci, je l'ai choisi peut-être en tant qu'intitulé provocateur. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous justifierons ce choix de l'intitulé qui, je le rappelle, volontairement a été de ma part quelque chose de combat. À la fin de l'intervention, vous comprendriez mieux. L'intitulé est « Croissance et environnement ». Je prends un temps d'arrêt, le développement durable. J'ai été tenté de compléter l'intitulé en disant « Le développement durable en tant que compromis ». J'ai renoncé en laissant à votre soin de pouvoir juger à la fin que ce que j'ai qualifié de compromis, est-ce qu'il est justifié ou pas. Commençons d'abord par rappeler que le fait de poser une thématique croissance et environnement renvoie en fait à un rapport, le rapport homme-nature. Je dis cela, la croissance est un fait d'activité humaine et l'environnement, il a son propre statut, je le justifierai dans un instant. Le rapport homme-nature, à travers le temps, à travers même les temps préhistoriques, où nos ancêtres primitifs se contentaient du juste minimum pour survivre. Et la nature est toujours là pour leur donner satisfaction pour ce minimum. Les Sud-Américains, Colombie, Pérou, Paraguay, tout ce monde latino-américain parle de la nature et de la terre en la qualifiant de Pachamama, c'est-à-dire la terre nourricière. Les primitifs considéraient la nature comme étant précisément cette terre nourricière. Plus tard, et c'est un argument qui sera repris par un des critiques du développement durable, Latouche, dira que les sociétés villageoises au Moyen-Âge vivaient dans le cadre du respect de la nature. Je reviens à ce concept du rapport homme-nature. Respect de la nature, en ce sens que lorsque un arbre est abattu, il est immédiatement remplacé par un arbre qui est planté pour le remplacer, tel que, et c'était déjà cette idée de l'équité intergénérationnelle. Ibn Khaldoun disait ceci, je vais le dire d'abord en langue arabe et je le traduirai. Zara'u fa'akalna, nazra'u saya'kulun. Traduction, ils ont planté, nous consommons. Nous planterons, ils consommeront. Équité intergénérationnelle. Or, petit à petit, la nature va avoir un autre statut. Avec Malthus et Ricardo, l'un l'autre vont se heurter à ce qu'ils appellent être la nature frein aux activités économiques et au développement. Pour Malthus, je rappelle simplement et très brièvement, le croît démographique fait en sorte que la terre, la nature, s'oppose comme frein au développement. Et la solution préconisée par Malthus, vous le savez, c'est un ajustement, soit par une disparition d'une partie de ceux qui ne peuvent pas être, disait-il, au banquet de la nature, c'est-à-dire qu'il y a trop de bouches à nourrir et que certains disparaissent. Ce n'était pas sa solution. Ce qu'il préconisait, comme vous le savez, c'est de freiner le croît démographique. Quant à Ricardo, on sait très bien
qu'au fur et à mesure du développement économique, des terres de moins en moins fertiles sont mises en œuvre avec augmentation de la rente foncière au détriment des profits, ce qui va provoquer un arrêt de la croissance et l'état stationnaire. Tel est ce second point de vue relatif au rapport homme-nature. Et puis, avec le XIXe siècle essentiellement et l'industrialisation, d'abord en Angleterre, puis en Europe, et puis plus tard aux États-Unis, on fait appel de plus en plus aux ressources naturelles, et entre autres et surtout les ressources naturelles épuisables. Et c'est là le nœud de la question, les ressources épuisables. Jevons, en Angleterre, qui écrivait vers 1870, un de ceux qui ont mis au point l'analyse marginaliste, comme vous le savez, Menger en Autriche, Ivalras en France, Jevons en Angleterre. Jevons mettait en garde les industriels contre la raréfaction des mines de charbon, élément essentiel pour la production de l'acier et comme élément fondamental de l'industrialisation de l'Angleterre. Raréfaction, épuisement des ressources épuisables. Petit à petit, avec la Seconde Guerre mondiale, où, comme on le sait, en les 30 glorieuses, où il y a eu un productivisme sans limite, avec appel aux ressources de tout ordre, épuisables et non épuisables. Et petit à petit, on s'est rendu compte que le problème de l'épuisement des ressources naturelles épuisables va se poser comme contrainte au développement. Là, on va avoir deux réponses fondamentales. L'une par les néoclassiques, néolibéraux maintenant, et l'autre, alors ces néoclassiques et néolibéraux vont constituer ce qu'on appelle l'économie environnementale et des ressources naturelles. Quant à l'élément opposé, ce sont ceux qu'on range sous le vocable de l'économie écologique. On y trouve plusieurs variantes, je développerai ça dans un détail, et qu'à ce moment-là, étant donné l'opposition d'un côté néolibéraux et de l'autre économie écologique, chacun avec ses arguments, chacun avec force défendant les positions, le développement durable va apparaître précisément comme ce conciliateur, comme ce compromis qui va être une solution donnant satisfaction aux uns et aux autres. Et donc cette vertu de développement durable, et je précise tout de suite en disant que quelles que soient les critiques qui s'adressent encore à la notion de développement durable, il est accepté par la plupart des gens, État, gouvernement, société civile, ONG, tout le monde applaudit à l'idée de développement durable. Nous allons voir que ce succès que je mettrai entre guillemets n'est pas aussi justifié que l'on puisse l'imaginer. Prenons d'abord le point de vue des néoclassiques néolibéraux. D'abord, dois-je rappeler que vers les années 30, le problème des ressources épuisables a été posé par Hotelling. 1930, il savait qu'il y a un problème et qu'il discutait cette question en termes de rente, en disant ceci, qu'au fur et à mesure que l'on exploite une ressource minière, le stock en présence sous terre diminue. Conséquemment, le prix de la ressource augmente et que cela réduit sa consommation et sa demande. Et de dire que la rente qui est tirée de l'exploitation de la ressource minière va se développer au rythme du taux de croissance, du taux d'intérêt. Mais ce qu'a demandé Hotelling n'a jamais été mis en œuvre et qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a continué à produire. Et quel était l'argument des néoclassiques néolibéraux pour justifier cette croissance effrénée? Et que de dire qu'on peut toujours substituer au capital naturel, capital des ressources naturelles, pas du capital fabriqué. Je donne un exemple. Dans le temps, les pneus de voitures automobiles étaient extraits à partir d'un arbre qui s'appelle l'Hévéa et qui était très présent, qui est encore présent partiellement aujourd'hui en ancienne Indochine et
en Amérique du Sud le long de l'Amazonie. Ah, je suis de Italie. En Amazonie, une des villes principales d'Amazonie, c'est Manaus. Elle est au fin fond du Brésil et au moment où l'automobile a pris de l'essor, entre autres Ford, et a investi pour le caoutchouc, l'EVA, l'arbre s'appelle l'EVA. On procède à une infusion, il y a un écoulement, et ce liquide devient, après traitement, du caoutchouc. On en est venu au caoutchouc synthétique. On n'a plus besoin. D'abord, je vous fais remarquer que si la France a été occupée l'Indochine, c'est entre autres pour exploiter l'EVA et le caoutchouc. Cela veut dire que la colonisation a toujours un argument économique qui la sous-tende. Ainsi donc, l'exemple que je vous propose, c'est de dire, et c'est l'argument des néoclassiques, en disant qu'on peut substituer au capital naturel un capital fabriqué. Et on peut indéfiniment le faire, étant donné la progression technologique. La technologie évolue, on est capable de plus en plus de substituer. Voilà le maître mot des néoclassiques. On peut substituer au capital naturel du capital fabriqué, équipement, machines, etc. Et qui fait ranger le courant néoclassique néolibéral dans ce que les spécialistes appellent la durabilité faible, qu'on va opposer dans un instant à la durabilité forte. Durabilité faible caractérisée par la possibilité infinie de substitution. 1. 2. Les biens naturels, pour les néoclassiques, se disent quelle est la différence entre un caoutchouc EVA et n'importe quel autre produit. C'est donc un bien qui relève de l'analyse économique néoclassique, c'est-à-dire soumise aux règles du marché et obéissant à un ensemble de données qui font qu'il y a une analyse pour n'importe quel bien. Au point que, et lorsqu'il y a des externalités, évidemment, quand on produit, forcément qu'il y a des externalités, la pollution fondamentalement, et autres déchets, les néoclassiques traitent ces problèmes d'externalité négative par une solution de marché, permis de polluer. Plusieurs pays procèdent à un partage de la pollution globale, les États-Unis disant 60% de possibilité de polluer. La Tunisie à 1%, ou plus, disons 2-3%. Que fait-on? On demande à la Tunisie, qui pollue moins, lui dit on va vous payer une taxe et laissez-nous polluer davantage. Et ce sera comptabilisé pour le compte des États-Unis sans que les États-Unis ne soient sanctionnés. Permis de polluer, on paye. Ou bien, comme l'a proposé Pigou en 1920, la taxe. Ceux qui ont travaillé sur la question savent qu'il s'agit on lui donne un qualificatif, la taxe pigouvienne, Pigou. Ce qui importe, c'est que les biens naturels sont considérés d'abord comme biens communs, relevant de l'analyse économique, et qu'ils relèvent d'un traitement de marché. Ce n'est pas tout du point de vue des néoclassiques. Si la croissance est toujours possible, grâce à la substituabilité entre capitaux, le développement a pour base nécessaire la croissance. Si on veut le développement, selon la terminologie et la définition donnée par François Perrault, c'est quelque chose de qualitatif qui implique, entre autres, l'éducation, la santé, la pureté de l'air, etc. Mais proposer plus d'éducation, fallait-il construire des écoles? Fallait-il former des enseignants? Or, tout ceci ne peut se faire qu'à partir d'une croissance préalable. Et les néoclassiques de dire, d'abord, la croissance est une condition nécessaire au développement. Puis ensuite, petit à petit, la croissance devient durable. Au point que les néoclassiques disent,
ce que l'on veut, ce n'est plus seulement du développement durable, mais c'est la croissance durable. Il y a une assimilation, une symbiose entre croissance et développement, au point qu'on ne parle plus de développement durable, mais de croissance durable. Voilà, si vous voulez, ce point de vue des néoclassiques à propos des ressources épuisables. Dernière chose, toujours pour les néoclassiques, que fait-on pour les générations futures? L'équité intergénérationnelle à laquelle j'ai fait allusion il y a juste quelques instants. C'est très simple. Hartwig, 1977, développe un article où il montre que chaque fois où on extrait une ressource épuisable, on en tire une rente, comme l'a développé Hotelling avant lui en 1930. Ces rentes extraites vont être la base de la formation d'une épargne, et cette épargne servira pour les générations futures à investir en équipements et machines, tels que, de génération à génération, il y a toujours cette équité intergénérationnelle. Grâce à quoi? Grâce à la substituabilité. On peut toujours créer des capitaux faits, fabriqués, lorsque nous n'avons plus les besoins de capital naturel. Voilà un peu le point de vue des néoclassiques néolibéraux. À cela vont s'opposer les tenants de l'économie écologique. L'économie écologique a pris peut-être naissance à partir du Club de Rome et le rapport Meadows. Meadows, un économiste du MIT aux États-Unis, et qui est un peu plus ou moins la cheville ouvrière de ce Club de Rome. Le Club de Rome, 1972, a rappelé, étant donné l'épuisement des ressources naturelles, épuisables, et que l'état environnemental, et c'est la première fois que j'utilise maintenant cette notion environnementale, puisque l'économie écologique a pour base et comme objectif majeur la sauvegarde de l'environnement. Or, le Club de Rome rappelle qu'étant donné le productivisme de la croissance, la pollution envahit l'espace planétaire, des espèces entières qui disparaissent, argument qui va être repris par Latouche, entre autres. La dégradation de l'environnement est un fait évident pour tout le monde. Que doit-on faire? Eh bien, tout simplement, arrêter la croissance. D'où le fameux slogan du Club de Rome, halte à la croissance. Bien évidemment, les responsables du Club de Rome savaient très bien qu'il faut, en particulier pour les pays en voie de développement, qu'il y ait une certaine croissance. Je dis bien une certaine, car les besoins des pays en voie de développement, dans le nôtre, sont tels qu'il faut toujours produire pour satisfaire les besoins essentiels. Je ne me rallie pas aux basic needs, les besoins essentiels, non, qui fut à un moment donné un des thèmes du FMI et de la Banque mondiale. Mais ceux du Club de Rome disent ceci: il faut produire des biens de première nécessité pour des pays dont une grande partie de leur population est quasiment dans la misère et au mieux dans la pauvreté. Autrement dit, quand ils prennent la décroissance, ce n'est pas une décroissance négative, mais une autre forme de croissance. C'est un autre thème qui va être repris par d'autres écologistes. C'est le premier point qui donne naissance, en quelque sorte, à l'économie écologique. Celle-ci comprend un certain nombre de courants. Un des premiers courants qui va non pas emboîter le pas au Club de Rome, mais qui ne s'en éloigne pas, c'est Daly. C'est un Américain qui, pour lui, reprend un petit peu les constatations du Club de Rome. Il a été en quelque sorte aussi mêlé au rapport Meadows, dont je viens de faire allusion, et il est donc un peu plus ou moins associé au Club de Rome de façon indirecte. Lui aussi conscient de l'épuisement des ressources naturelles. Et la première chose qu'il demande, c'est de créer un capital naturel critique, qu'il appelle. Ce capital naturel critique devant servir aux générations futures. Il faut qu'à chaque génération, chacune d'entre elles se mette en charge de créer ce stock de capital naturel devant servir aux générations suivantes. Et puis autre chose,
il n'est pas tout à fait pour la décroissance comme le proposent les tenants du Club de Rome. Il demande simplement à ce que l'on fasse le meilleur usage possible des ressources, qu'elles soient épuisables ou non épuisables. Et de dire ceci, c'est peut-être une bonne proposition, dès lors qu'on utilise une partie du capital naturel. L'on doit le faire que lorsque, simultanément, on crée un élément substitué. C'est-à-dire, si je prends du caoutchouc de l'EVA, si je prends une partie de l'EVA, je crée un caoutchouc synthétique, tel que les générations suivantes, une fois que la ressource épuisable est venue à épuisement, les générations suivantes trouvent toujours un capital à leur disposition. Il y a donc un appel à la prudence dans l'utilisation des ressources épuisables essentiellement, et d'autre part, pour donner une solution aux déchets. Ici, chez nous, comme ailleurs d'ailleurs, nous faisons peu de cas des déchets. Mais c'est un problème majeur, car il y va de la santé publique et il y va aussi de la qualité de la vie. Chez nous, il y a récemment, comme vous l'avez constaté, une grève des éboueurs et des tas d'amoncellement de détritus et de déchets sont plus ou moins jetés. Nous ne sommes pas les seuls. Vous voyez ce qui se passe à Naples, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est 10 fois plus aigu que chez nous. Bref, les déchets. Et Herman Daly, de proposer qu'on ne jette des déchets que lorsqu'on a les moyens, soit naturels, l'absorption physique par la nature. Vous savez que la forêt d'Amazonie, à laquelle j'ai fait allusion, absorbe une très grande partie du CO2. C'est une absorption naturelle et dégage en contrepartie de l'oxygène nécessaire à notre survie. Je reviendrai sur l'Amazonie. Tel est le point de vue de Daly. Maintenant, on peut dire qu'avec Daly, c'est une position moyenne des écologistes. Bien entendu, j'ai oublié de rappeler que Daly et tous les écologistes s'opposent au néoclassique sur le phénomène de substituabilité. On ne peut pas substituer indéfiniment. Il y a une limite aux possibilités de ce, contrairement à ce qu'ont proposé les néoclassiques, comme je l'ai rappelé. Et de dire qu'au fond, ce que l'on constate, c'est plutôt une complémentarité entre capitaux naturels et capitaux physiques, en y ajoutant du capital humain. Tel est le point de vue médian, si j'ose dire, proposé par Daly. On vient maintenant aux critiques majeures. Le tout premier est Latouche. Serge Latouche, qui a des positions tout à fait humanistes. Il rappelle en quelque sorte Amartya Sen, qui lui aussi est un humaniste, et qui est, comme Sen d'ailleurs, très proche des pays en voie de développement. Latouche en vient non seulement à critiquer les points de vue des néoclassiques, mais de proposer pire que ça. Il en vient à rejeter la notion de développement lui-même. Pourquoi ? Il dit, écoutez, le développement, qu'en est-il aujourd'hui ? Pollution, déforestation, perte d'espèces, déchets accumulés. Voilà ce qu'est le développement. Est-ce du développement ? Ça ne peut pas être du développement. En fait, ce qu'il rappelle, dit, ce qui se produit, ce que l'on constate, c'est cette course effrénée vers le productivisme et qu'en matière de développement, il est exclu d'en parler. Et alors, que propose-t-il ? Il propose de ne plus s'occuper de développement, mais il propose... Je vais respecter les délais. Je m'en veux. Non. Mais c'est pour laisser la place à des probables réactions de la salle. Comme ça sera un peu plus convivial. Je vais faire bref. Je vais parler de l'autre, encore extrême. Il s'agit d'un économiste suisse, Rist, peu connu parmi nous, mais qui a des écrits remarquables. Je vais vite. Rist, lui aussi, s'en prend au néoclassique, lui aussi rejette la substituabilité,
Pire, pour lui, la notion de développement durable, c'est une idéologie. Une idéologie comme tant d'autres, et je terminerai plus tard en vous faisant une citation. Il dit en fait, on a fait croire aux gens, je vous ai rappelé au début que la notion de développement durable a été acceptée par tout le monde, presque. Croyance, on a fait croire aux gens qu'avec le développement durable, le monde serait meilleur. Durable, ce n'est pas le développement tel que on le constate avec la pollution, avec la perte d'espèces, etc. C'est donc faire croire aux gens qu'avec la notion de durable, les choses vont aller mieux. Et alors, la croyance entraîne adhésion. Quand vous croyez à quelque chose, vous y adhérez. Et de dire qu'il faut mettre en garde les pays en voie de développement contre ce type de croyance. Et c'est à ce moment-là que j'en viens, et pour terminer, avec ce qu'est le développement durable. Il a pris naissance avec le rapport Brundtland. Brundtland, 1987, c'est une noble dame, très belle, norvégienne, et c'est elle qui a été présidente de ce colloque, et à la suite duquel il y a le rapport Brundtland. Quelle est la définition du développement durable? Et il faut que je vous la cite de mémoire. C'est un développement qui permet au présent de satisfaire leurs besoins et de donner la capacité aux générations futures d'avoir les leurs. C'est neutre, c'est vague, ça fait beau. C'est pourquoi tout le monde admet ce type de développement. Pourquoi? Avec cet aspect vague, chacun dans son camp donne une interprétation au développement qui lui convient. C'est très habile, non pas de Madame Brundtland, mais de ceux qui ont rédigé le rapport. Madame Brundtland n'a été qu'une présidente. Alors, quel est le contenu du compromis? Puisque un des axes majeurs de ma modeste présentation, c'est de définir le développement rural comme étant un compromis. Le rapport, d'abord le rapport « Notre avenir commun », « Our Common Future » en anglais, ça s'intitule, et j'ai traduit. Que dit-il? 400 pages. 1. La croissance doit être continue. Ça donne satisfaction au néoclassique. Oui, la croissance doit être maintenue, et surtout pour les pays en voie de développement, en donnant même un chiffre, 6% de taux de croissance annuel. Puis, pour donner satisfaction à l'économie écologique, on rappelle qu'il y a nécessairement à sauvegarder l'environnement. Satisfaction pour l'économie écologique. Bien. À propos de substituabilité, il est dit, le rapport le précise, que la technologie est toujours évolutive, toujours on crée des choses nouvelles, toujours on permet des améliorations. Oui, disent les néoclassiques, ça va nous permettre d'avoir de la substituabilité à outrance. Satisfaction pour les néoclassiques, pour l'économie écologique, la technologie pour permettre de créer le capital naturel. Vous voyez comment est le développement durable. Il essaie de concilier les uns et les autres pour apparaître comme étant de quelque chose d'acceptable. Or, les critiques rappellent à ceux qui défendent cette idée de durabilité, c'est que si, 30 ans après, le rapport Brundtland 1987, ça fait 30 ans ou un peu plus, le développement tel que l'on connaît, avec la pollution, avec la dégradation de l'environnement, avec la perte d'espèces, avec tout ce que vous constatez comme élément négatif, est-ce que le développement durable n'est-il pas quelque chose pour cacher ce que l'on ne veut pas montrer au grand public? Et que, en fait, rappelle Rist, j'ai cité Rist, qu'on a proposé aux pays en voie de développement plusieurs stratégies. Elles ont presque toutes échoué. La dernière en date, le programme d'ajustement structurel.
sauf rare cas, dans la Tunisie. Il faut être honnête et que je le rappelle. La Tunisie a mis en œuvre un programme d'ajustement structurel à partir de 87-88 et qui se prolonge plus ou moins jusqu'à aujourd'hui avec un taux de croissance réel de 4%, ce qui est rare. Un autre pays, je ne sais plus lequel, qui a réussi. Pour le reste, ce fut un échec retentissant. Que font les organismes internationaux d'expression néolibérale et qui agissent dans le cadre du consensus de Washington? Et ces gens-là proposent autre chose alternative, une autre idéologie. À l'échec des programmes d'ajustement structurel, la Banque mondiale propose la better governance. Je vous dis, si les programmes d'ajustement structurel n'ont pas réussi, parce que votre gouvernance est mal réussie, etc. Je vais en terminer en vous citant quelque chose qui va vous choquer. Je fais référence à un auteur de l'Université de Lyon 2, du nom de Comelio, qui, dans un article, voilà ce qu'il dit. Je sais pas. Je vais le citer de mémoire. Il dit ceci, ce que je viens de rappeler à l'instant. Il dit, on a proposé aux pays en voie de développement plusieurs stratégies. Ce sont des modes. Comme, vous savez, les modes, un temps, on a proposé aux jeunes filles la mini-jupe. C'est une mode. On a proposé ensuite la jupe longue. C'est une mode. Des modes. Et puis, rappelle comme milieu, notre collègue de Lyon 2, dit le développement durable, c'est aussi une mode. Et, rappelle-t-il, précise-t-il, elle durera jusqu'à l'apparition d'une nouvelle mode. Et que, on ne sait pas quand, le règne d'une mode est difficilement définissable. Mais le règne dure tant que ceux qui y tiennent continuent à le soutenir, c'est-à-dire les néoclassiques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'en ai terminé. Merci, professeur. Encore une fois, désolé, mais je suis vraiment le timekeeper pour essayer de maintenir un certain équilibre avec à la fois ce que la salle peut éventuellement apporter et puis design. Merci pour ce rappel magistral où vous avez convoqué à la fois l'histoire économique, l'anthropologie, en essayant de présenter un peu tous ceux qui ont, depuis le début du XXe siècle, travaillé sur ces questions-là. Vous avez abordé des questions essentielles. Je suis sûr que CA Design va probablement les aborder également, l'esquisse de la transition énergétique, la dimension sociale, la dimension de gouvernance, etc. Et puis, je pense que ça ne va pas laisser les participants indifférents au fait que l'appréciation que vous faites sur ce que vous qualifiez de mode, à savoir l'intégration de l'élément inclusion, l'intégration de l'élément, une distribution la moins inégalitaire des fruits de la croissance, l'intégration de l'aspect gouvernance, respect de l'environnement, etc. Est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est l'évolution naturelle de la société? Je pense que le sujet reste complètement ouvert. Tout de suite, je vais céder la parole à notre ami Hadi Zaim qui va parler d'un sujet qui me semble tout à fait intégré dans cette dimension du développement durable, à savoir l'aspect, l'élément social. Donc, contrat social et développement durable. Personnellement, je suis vraiment impatient de voir un peu les liaisons que vous allez faire là-dessus. Comme vous voyez, j'ai changé un peu le titre, mais le contenu n'a pas beaucoup changé. Le hasard fait que, pour la deuxième fois consécutive, dans le cadre des colloques du PS2D, Sami me met toujours avec Abd Jabbar et après Abd Jabbar. Et c'est très dur. C'est très dur. C'est très agréable de t'écouter, mais c'est très dur de
Non. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous. C'est un plaisir de parler avec Abd Jabbar, avec tous les défis que cela comporte. J'ai changé un peu le titre, mais la chose est la même. Le contenu est la même. En fait, ce matin, un collègue assis à côté de moi m'a dit « Pourquoi tu ne parles pas lors de la discussion de l'excellente séance de ce matin où nous nous sommes délectés et où nous avons énormément appris ?» Je lui ai dit « Je vais avoir toute l'après-midi. » En fait, j'ai noté certaines choses ce matin. Un des collègues a dit, à propos du marché et de l'État, etc., il faut compléter la main invisible par la main de l'État. Et Mostafa Kamel Nabli a ajouté, toute la question est de savoir comment. Comment ajouter quelque chose, la main de l'État à la main invisible, c'est-à-dire au marché. Et c'est ce que je vais vous dire. Ma manière particulière, partielle certainement, discutable encore plus, comment justement ajouter la main de l'État à la main. C'est le grand problème auquel butent les économistes. Ce que je vais vous dire vient d'un travail en cours. J'avais en 2019, je venais ici avec un livre qui venait de sortir et j'avais parlé autour de ça. Et cette fois-ci, c'est un livre sur lequel je travaille avec Mostafa Kamel Nabli. La Covid nous a un peu dispersés, mais nous travaillons dessus. Donc c'est en fait quelque chose qui est en cours. Comme je vous l'ai dit, ça va être le comment. Une manière de voir le comment. Et si c'est quelque chose auquel on arrive au bout d'une certaine réflexion, on arrive toujours au comment et on bute beaucoup sur le comment. 3 points. Le premier point, c'est le changement technologique, principal moteur des nuisances environnementales. Nous prétendons que le changement technologique est la principale source des nuisances environnementales. Le deuxième point, ça va être les fondements macroéconomiques. Et le troisième point, c'est l'alternative social-démocrate. D'ailleurs, le titre provisoire de ce livre, écrit en anglais, et sera publié en anglais et en français, c'est Macroeconomic Foundations of Social Democracy. Les fondements macroéconomiques de la social-démocratie. Et vous allez voir ce que j'entends par social-démocratie. Je viens au premier point, le changement technologique est le principal moteur de nuisances environnementales. Et je vais le dire en prenant un exemple qui va choquer. Les nuisances environnementales ne sont pas... Excusez-moi, je dois... Voilà, F5, oui, ça me remet au début. Les nuisances environnementales ne sont pas spécifiques aux activités économiques lourdes. Regardons du côté des nouvelles technologies. Et je vais prendre un exemple choquant. Le Bitcoin, ce machin. J'ai beaucoup investi, mais je n'ai pas tout à fait compris. Ça me paraît quelque chose de bizarre, de très douteux. Et le Bitcoin, ce machin immatériel, qui pose beaucoup de questions, vous allez vous rendre compte que c'est une catastrophe écologique. C'est une catastrophe écologique. La consommation annuelle d'énergie du Bitcoin équivaut à la quantité d'électricité utilisée par 10 pays de l'Union européenne. Vous vous imaginez? Malte, Chypre, le Luxembourg, la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, la Slovénie, la Croatie, la Slovaquie et l'Irlande.
31 millions d'éoliennes ou 10 centrales nucléaires seraient nécessaires pour couvrir la consommation totale pour le minage des bitcoins dans le monde en une année. Si le bitcoin était un pays, sa consommation d'énergie serait classée au 26e rang mondial sur 230. Selon les données fournies par l'EIA, c'est l'agence officielle américaine Energy Information Agency. La consommation électrique du Bitcoin a été multipliée par 18 par rapport au niveau de 2017, en 2021, je parle. Et équivaut maintenant à 90% de celle des ménages français. À ce rythme, la consommation mondiale d'énergie pour produire des bitcoins sera bientôt équivalente à l'énergie utilisée par tous les data centers du monde réunis. Il faut savoir que les data centers représentent 1% de la consommation mondiale d'électricité, soit entre 200 et 250 TWh par an. Vous voyez, cette petite chose qui est pour certains conçue comme un grand progrès est une véritable catastrophe environnementale et écologique. Que dire d'autres choses? Et encore, la consommation énergétique des nouvelles technologies n'est qu'un aspect du défi environnemental qu'elle pose. Le nombre et la quantité de métaux utilisés dans les composants électroniques ne cessent d'augmenter à mesure qu'ils se miniaturisent et deviennent plus performants. Nos smartphones contiennent une quarantaine de métaux et de terres rares, pas seulement épuisables, mais rares, contre une vingtaine à peine il y a 10 ans. Or, cuivre, nickel, zinc, étain, mais aussi arsenic, gallium, germanium, thallium, tantale, indium sont extraits du sous-sol en utilisant des techniques particulièrement destructrices et des produits nocifs pour l'environnement comme l'acide sulfurique, le mercure, le cyanure, et ils sont aujourd'hui encore mal collectés et mal recyclés. Une chimère. Le progrès trouvera des solutions aux nuisances du progrès. C'est ce qu'on nous dit. Dans le numérique, toute amélioration peut avoir des effets inattendus. C'est le redoutable effet rebond, appelé aussi paradoxe de Jevons. Quand on augmente l'efficacité avec laquelle une ressource est employée, comme le pétrole par exemple, le charbon à l'époque de Jevons, la consommation totale de cette ressource a toutes les chances d'augmenter au lieu de la diminution escomptée. Réduire la consommation des voitures n'a pas permis d'utiliser moins d'essence, elle a juste permis aux automobilistes de faire plus de kilomètres. On constate la même chose depuis des années dans le secteur des nouvelles technologies. Plus on optimise les systèmes, la mémoire, le stockage, etc., plus on favorise de nouveaux usages, encore plus gourmands. C'était le premier point, pourquoi le changement technologique est le moteur. Mais ça, on le montrera mathématiquement après aussi. Pourquoi le changement technologique est-il le principal moteur de toutes les nuisances environnementales? Parce que le changement technologique ne peut se réaliser ni se concrétiser qu'à travers l'accumulation de capital physique. Et ça, c'est un nouvel... Il n'y a pas de progrès technologique qui soit désincarné. Tout progrès technologique, nous croyons que le progrès technologique, c'est des idées. Mais ces idées
qui se transforment en machines, qui se traduisent par le rejet des anciennes machines et l'implantation de nouvelles machines, par un usage effréné, comme vous l'avez vu, de la technologie et de l'énergie et des ressources, ce qui, au passage, montre la naïveté et le non-sens de ce qu'on appelle l'économie du savoir. On croit que c'est le savoir. Le savoir n'a aucune portée, n'a aucun impact sur la production, sur le champ, si il ne s'incarne pas dans de nouveaux équipements. Je viens au deuxième point. Les fondements macroéconomiques de ce que je vais proposer finalement, ce que nous allons proposer. Eh bien, un peu de théorie. Nous avons élaboré une construction théorique où tout tourne autour d'un paramètre qui est la part petit z du capital fixe dans l'investissement total. Ça ressemble un peu à la composition organique du capital de Marx. Un peu, mais pas beaucoup. Mais ce n'est pas très loin. C'est-à-dire, l'investissement, en fait, ce n'est pas seulement l'investissement dans les machines. C'est l'investissement, quand vous achetez les matières premières, etc., ça fait partie de l'investissement aussi. L'investissement, la part Z du capital fixe dans l'investissement total, c'est-à-dire fixe et circulant, va être le paramètre central. Quels sont les principaux résultats de cette construction? Le premier résultat, c'est que le montant des ressources, le financement, est le principal moteur de la croissance. Ça, va faire maintenant. L'investissement est le moteur de la croissance, c'est-à-dire les ressources disponibles pour l'investissement. Mais ce qui est nouveau, c'est la nouveauté réside dans le fait de considérer que le niveau du produit et de l'emploi, du niveau du produit, c'est-à-dire de la valeur ajoutée, et de l'emploi, va dépendre non seulement du niveau de ses ressources, mais aussi et surtout, de la manière dont elles sont réparties entre capital fixe et capital circulant. C'est-à-dire le niveau de Z, ce paramètre Z, c'est un peu cette sorte de composition organique du capital. Autre résultat, ça je parle de résultats généraux qui n'ont pas beaucoup, qui ne sont pas directement en rapport avec le problème de l'environnement. Il existe un niveau de Z qui donne le maximum de valeur ajoutée et le maximum d'emploi. C'est-à-dire il y a une composition de l'investissement qui donne le maximum de valeur ajoutée et le maximum d'emploi. C'est inédit. Je vous l'ai dit, c'est inédit. Ça veut dire que ce problème n'existe pas dans toute l'approche, dans toute la théorie néoclassique de la production. Vous n'avez pas du tout un problème de maximum de production, ni un problème. C'est parce que le financement est introduit. Comparé à l'optimum de produit, c'est-à-dire la recherche du maximum, comparé à l'optimum de produit, l'optimum de marché, c'est-à-dire le maximum, la situation où on cherche le maximum de profit, correspond à un taux Z d'investissement en capital fixe plus élevé. C'est-à-dire quand vous cherchez à avoir le maximum de valeur ajoutée et d'emploi, vous avez un certain taux d'investissement dans le capital fixe. Quand vous cherchez à maximiser le profit, vous avez un taux de l'investissement dans le capital fixe plus élevé. Plus élevé, nécessairement. Aussi, un niveau de l'emploi et un niveau du produit plus bas. Enfin, l'écart entre les deux optimums, l'optimum du maximum de valeur ajoutée et l'optimum du maximum de profit, est d'autant plus élevé, cet écart, que le salaire réel est élevé. Ça, c'est les premiers résultats de cette construction. Deuxième série de résultats relative à la croissance. L'affectation des ressources qui assurent le maximum de croissance dépend du niveau du salaire réel. L'équilibre du marché, maximum de profit, ne correspond pas à la croissance maximale.
L'équilibre du maximum de valeur ajoutée ne correspond pas nécessairement au maximum de croissance non plus. Il peut l'être seulement pour un niveau donné du taux de salaire réel. Derrière tout ça, bien sûr, il y a énormément de développement mathématique. Plus le taux de salaire est élevé, plus l'affectation du surplus qui assure le maximum de croissance est biaisée en faveur de l'investissement en capital fixe. Plus le salaire réel est élevé, plus le capitaliste a tendance, c'est des choses qui semblent naturelles d'ailleurs, plus le capitaliste est porté à investir dans le capital fixe, donc à substituer le capital au travail, ce qui est logique. Enfin, le changement technologique aggrave la tendance du capitalisme à accumuler relativement plus dans le capital fixe. Plus on fait de progrès technologiques, plus on accumule dans le capital fixe relativement à l'investissement total. Toutes choses étant égales par ailleurs, le changement technologique est toujours labor effecting, c'est-à-dire qu'il a un impact négatif sur l'emploi. Tout changement technologique se traduit par une réduction de l'emploi. C'est en fait la conséquence immédiate du fait que plus on investit en capital fixe, le capital circulant étant maintenu constant, plus l'emploi diminue. Par ailleurs, le taux d'impact du changement technologique, plus le taux d'impact est élevé, plus la baisse de l'emploi est grande. Contrairement à l'intuition, le changement technologique, en rendant le capital plus efficace ou moins cher à efficience égale, incite à plus d'investissement en capital fixe aux dépens du capital circulant. Le changement technologique n'économise pas le capital. J'en viens maintenant au dernier point qui est l'objet de ma communication. J'ai posé un peu le cadre théorique. C'est pour ça que je dis qu'on parle de fondements macroéconomiques de la social-démocratie. Comment? C'est-à-dire que j'essaie de dire maintenant le comment. Nos économistes prônent un nouveau contrat social. Il y en a même qui ont écrit un livre. Il nous faut un nouveau contrat social. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. Nous prétendons qu'il n'y a jamais eu de contrat social en Tunisie. Ça vous choque? On parle de contrat social pour les années 70. Ce n'était pas un contrat social. Si vous lisez, si vous regardez les grands maîtres, les grands théoriciens du contrat social, à savoir Hobbes, Locke et Rousseau, vous savez qu'un contrat, c'est quelque chose où on donne contre quelque chose. Et un contrat social, on donne une partie de sa liberté et de ses droits en contrepartie de plus de sécurité personnelle et de sécurité pour ses biens. C'est ça un contrat social. C'est ce troc entre une part ou la totalité parfois de la liberté contre la sécurité de la bouffe, etc. En Tunisie, ce qu'il y a eu dans les années 70, ce n'est pas un contrat social. C'est un contrat de partage de la rente. C'est tout. Jamais l'État n'a eu autant de ressources que lors de ce que j'ai appelé j'ai appelé la décennie euphorique. العشرية المنتشية ويقول المنجد الانتشاء هو بداية السكر إن لم يكن السكر بعينه. سكرنا 10 سنين ومن بعد حضرت وفات السكرة وحضرت المدينية. Et là, on a eu la crise du début des années 80 et le FMI au bout du chemin. Donc, nous prétendons qu'il n'y a jamais eu de contrat social en Tunisie. Nous pensons que l'adoption d'un contrat social ne résout pas tout le problème de gouvernance. Vous avez beau signer à Carthage un document, mais après, ça va aller dans la poubelle. Un contrat ne s'exécute pas. Mais ça ne dit rien à personne. Mais ça ne dit pas grand-chose à personne.
que l'adoption du contrat social ne résout pas tous les problèmes de gouvernance. C'est-à-dire on se met d'accord sur quelque chose, mais qui va le mettre en œuvre? Et dans l'intérêt de qui? Et nous savons ce que c'est un contrat, un bout de papier qu'on signe à Carthage en prenant du thé à la menthe avec du bondoc dedans. Enfin, en étudiant les grands théoriciens du contrat social, Hobbes, Locke et Rousseau, nous pensons que le seul contrat praticable, le seul de ces trois, chacun propose, Rousseau et Locke, c'est à peu près la même chose. Mais pour Hobbes, le seul contrat, c'est le contrat despotique. Un dictateur, on prend un dictateur, on lui donne tout, on lui se donne pieds et poings liés en contrepartie, et il nous garantit le pain, la sécurité et la sécurité de nos biens. C'est le seul, vraiment, c'est la seule formule réelle. C'est la seule formule. Et d'ailleurs, c'est ce que le peuple tunisien a cherché. Vous voyez le succès de certains. Les gens veulent un dictateur, pourvu qu'il leur donne. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent plus peut-être à leur donner le pain. Et ça, c'est grave. Paradoxalement, alors que nous avons montré que le marché est très loin d'être socialement et économiquement optimal, nous avons montré que le marché ne donne ni le maximum de production, ni le maximum d'emploi. Au contraire, qu'il y a des situations beaucoup meilleures avec moins d'investissement dans le capital fixe. Paradoxalement, alors que nous avons montré que le marché est très loin d'être socialement et économiquement optimal, nous croyons que nous n'avons pas encore trouvé une alternative au marché. كما démocratie نتاع الانتخابات. Peut-être que le président a quelque chose dans la poche en attendant, mais on n'a pas trouvé mieux, avec tous ses défauts. D'accord? Donc, bien sûr, mais ce n'est pas le marché tout seul. C'est le marché, comme on dit, avec l'État. Mais quel État? Pas l'État-providence. L'État n'a plus d'argent. Et je vous conseille de ne plus rien attendre de l'État. Il ne faut plus rien attendre de l'État. La seule chose qu'on peut attendre de l'État, c'est peut-être qu'il joue le rôle, justement, d'aiguiller le marché. Notre alternative au contrat social, l'économie sociale, c'est ce que j'appellerais l'économie de marché non capitaliste. Alors là, il faut voir que économie de marché, capitalisme, ce n'est pas du tout la même chose. D'accord? C'est ce que j'appellerais la social-démocratie, qui consiste en fait à faire coïncider l'optimum du capitalisme avec l'optimum social. C'est exactement cela. Comment faire coïncider l'optimum du capitaliste avec l'optimum social? Je donne une image, Monsieur le Président. Si on ne peut demander à un chat de chasser pour Dieu, si on veut qu'un chat, on ne peut pas demander à un chat de chasser pour Dieu, comme on ne peut pas demander à un capitaliste de ne pas chercher le maximum de profit. Si on ne peut demander à un chat de chasser pour Dieu, l'art serait de faire en sorte que quand le chat chasse pour lui-même, il chasse aussi pour Dieu. Et cela est possible. De la même manière, on ne peut demander à un capitaliste de ne pas chercher le maximum de profit. Vous rêvez, ça n'existe pas. Même en introduisant le rôle social de l'entreprise, ça va être un peu de la poudre aux yeux. De la même manière, on ne peut demander à un capitaliste de ne pas chercher le maximum de profit, mais on peut inventer le moyen de faire que dans la recherche du maximum de profit, il se trouve aussi en train de chercher le maximum du bien-être social.
C'est pour ça que ce livre dont je vous parle, tout ça est en chantier. Ça s'appelle « Les fondements macroéconomiques de la social-démocratie ». Je vais donner 3 exemples en flash. Premier exemple, parce que vous m'avez dit comment, c'est la Bible. Je sais que vous êtes curieux de voir le fondement. Pour commencer, quel est le fondement de cet exemple? Comparé à l'optimum de... J'ai dit tout à l'heure que comparé à l'optimum de marché, maximum de profit, correspond à un taux d'investissement en capital fixe plus élevé, un niveau d'emploi et un niveau de produit plus bas. L'écart entre les 2 optimums est d'autant plus grand que le salaire réel est élevé. Il vient à l'esprit tout de suite une idée, et si on baissait les salaires pour réduire l'écart entre la distance entre l'optimum du capitaliste et l'optimum Eh bien, nous avons montré, ceci suggère donc qu'il serait possible de mettre en œuvre une politique permettant d'obtenir un équilibre de marché avec un niveau de bien-être social plus élevé. Elle consisterait donc vous avez là, imposer une taxe au taux constant θ sur le profit. Très important. Le flat rate, le taux constant, il est neutre vis-à-vis du comportement du capitaliste. Si le taux est progressif, le capitaliste ne cherchera pas toujours à maximiser son profit. Mais si le taux est flat, il va le chercher. Donc, un taux, imposer une taxe au taux constant sur le profit, θ. Réduire le salaire d'une proportion lambda, 10% par exemple, je taxe les profits de 10% et je réduis les salaires de 10%. De manière que le salaire soit inférieur au salaire de référence, celui du marché. Si je réduis le salaire, que je taxe le profit, la taxation du profit est neutre par rapport au comportement du capitaliste, le capitaliste va avoir un optimum qui correspondra à plus de valeur ajoutée et à plus d'emplois et à plus de consommation. Compenser en redistribuant la taxe sur le profit sur les salariés. Je vais baisser leur salaire, mais je vais leur transférer la taxe que je recueille sur les profits, etc. Alors, conséquence de cette configuration. Il en découle que l'équilibre du marché avec taxation des profits et salaire inférieur correspond à un niveau du produit, de l'emploi et de la consommation totale, bien-être, que j'assimile à ce qu'on appelle, les économistes appellent le bien-être, supérieur à ceux de l'équilibre sans taxation et sans réduction du salaire. Enfin, en d'autres termes, taxer le profit permet d'améliorer le bien-être de la génération actuelle aux dépens des générations futures. J'ai presque terminé, Monsieur le Président. Deuxième exemple, et ça vient à l'environnement. Nous avons montré que le progrès technologique se traduit par plus d'investissement dans le capital fixe, donc par plus de nuisances écologiques. L'idée, c'est de taxer l'investissement dans le capital fixe. Il faut, pour réduire les nuisances environnementales et sociales, on ne peut pas interdire l'innovation. On peut dire, bon, arrêtons l'innovation, arrêtons le progrès technique. Mais par contre, on peut freiner l'investissement dans le capital fixe. Comment? En taxant l'investissement dans le capital fixe. Conséquence. Le nouvel équilibre du marché correspond à des niveaux de produits, d'emploi, de la consommation totale et peut-être du profit, entre guillemets, en attendant traitement. La consommation supérieure à ceux de l'équilibre sans taxation. Non, pas sans réduction de salaire, parce que c'était du copier-coller. Sans taxation. Pas mettre réduction de salaire ici. Il y a seulement taxation de l'investissement dans le capital fixe. T'écheries des machines, peut-être faire flou, peut-être faire 10%. Tu investis autrement, OK, mais tu investis dans les machines, tu payes. Pourquoi? Parce que le progrès technique, on jette des machines qui pourraient durer encore 10 ans parce qu'il y a une nouvelle machine
qui fait un peu petit plus. Vous le voyez avec votre téléphone, d'ailleurs. Troisième exemple pour venir, je ne vais pas mettre... Tout à l'heure, monsieur le professeur, dont je n'ai pas noté le nom tout à fait, je crois un des collègues, a dit ce matin, je crois que c'est vous, chers collègues, est-ce que c'est vous qui avez dit, quand on va poser la question de la gouvernance, il faut une nouvelle forme d'entreprise qui introduirait la performance sociale et la performance environnementale. Tout à fait. Je partage tout à fait. Mais est-ce que cette nouvelle entreprise, est-ce que introduire la performance sociale, la performance environnementale serait une sorte de pénalité ou une sorte de... On ne peut rien attendre de l'entreprise sur ce plan si elle n'a pas intérêt à le faire. Et c'est pour ça que nous proposons, et je pense, et ça, ce serait très long, c'est une autre histoire, il y a une forme de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Ce n'est ni celle de la loi actuelle, qui est une véritable catastrophe, ni celle des sociétés, l'Ahliya Mta Qaïs Saïd, qui est une autre quelque chose. Il y a une forme de l'économie sociale et solidaire qui est compatible avec le marché et qui permet de réaliser ces objectifs environnementaux et tout. C'est-à-dire faire en sorte que le comportement environnemental et social soit recherché en même temps qu'on cherche du profit. Et ça, c'est tout à fait une autre vision de ce tiers secteur qui est l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur. Vraiment, vous nourrissez notre vraiment intelligence collective sur des sujets, disons le mot, de controverse, voire de polémique. Parce qu'aborder la question justement du progrès technologique comme étant sous-développant et fortement attentatoire à l'environnement et voire un environnement à la fois écologique et un environnement social, c'est un sujet qui peut éventuellement justement faire débat. Vous dites que le progrès technologique, c'est finalement un leurre, c'est une mystification, et que ça ne conduit pas à aborder justement la croissance de manière tout à fait saine. Moi, je mets juste un élément dans la discussion pour nourrir un peu notre débat. On a, depuis qu'on parle d'innovation et de progrès technologique, justement, et tout ce qui est un peu technologique, on s'est aperçu que les sociétés les moins développées, les économies les moins développées avaient réduit justement le niveau d'avantages comparatifs, puisque, comme vous le savez, les pays, notamment d'Afrique subsaharienne que nous connaissons bien, sont en train de faire ce qu'on a appelé un leapfrog, c'est des sauts de grenouille, de passage d'une étape à une autre étape avec une rapidité, une accélération de l'histoire qui est extrêmement rapide et avec très peu de moyens. D'ailleurs, nous constatons qu'il y a beaucoup de pays et de compagnies, notamment occidentales, qui vont s'inspirer sur ces modèles-là. Donc, je soumets à la discussion ce genre à la limite, d'éléments qui peut nourrir également un peu et vous challenger là-dessus. Sur le contrat social, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soutienne qu'en Tunisie, il y ait eu un véritable contrat social comme vous l'avez si bien défini. D'ailleurs, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue avec moi ou pas, mais on parle de moins en moins de contrat social, on parle de pacte plutôt. On parle de pacte de progrès, on parle de pacte de responsabilité dans un certain nombre de pays, etc. Pourquoi le pacte? Parce que ça a une dimension moins large que le contrat social et un pacte organise la cohabitation. Un pacte organise les relations entre toutes les parties prenantes au sens où Friedman donne dans sa théorie des stakeholder theory. Donc, vraiment, merci pour tous ces éléments.
qui vont nourrir un peu notre débat et puis je pense très sincèrement qu'ils vont vous être utiles par la suite pour le développement de votre travail de recherche. Sans plus tarder, je donne la parole à la salle pour justement interagir avec nos deux éminents conférenciers. À vous la parole. Merci, chers collègues. J'ai quelques, disons, deux questions. L'une à adresser à notre cher collègue et maître Abdjabbar concernant les histoires, dans l'histoire. Que l'être humain se caractérise par le mythe. Et vous avez bien souligné ça, parce qu'à chaque fois dans l'histoire, on invente une histoire. Comme la monnaie, par exemple. On avait inventé la monnaie comme moyen d'échange, après le troc. Et aujourd'hui, on invente le bitcoin comme dans une ère d'électronique, du numérique. Donc, jusqu'où ce processus-là va s'arrêter à l'échelle macro? Et quelles sont ces retombées sur nos économies qui ne s'intègrent pas avec le bitcoin, avec l'ère du numérique, pas facilement du moins, avec l'intelligence artificielle et le big data. Nous sommes trop loin. Donc, et ce qui accentue la dépendance. Donc, à votre avis, est-ce que ces histoires-là continueront davantage? Il y en aura de nouvelles histoires, telles que le durable, par exemple. C'est une histoire dans l'histoire, comme vous l'avez montré, pour un compromis, pour la régulation, pour l'homéostasie, pour réguler. Et ma deuxième question, c'est à M. Zaïm, concernant le contrat social. Oui, je suis d'accord avec vous qu'il n'y ait jamais eu de contrat social. Et la théorie même du contrat social, pensez-vous qu'elle est encore valide? Sachant bien que Sen et Martha Nussbaum avaient déjà critiqué cette théorie du contrat social en parlant de capacité et de liberté. Donc, là, ça rejoint, comme vous l'avez précisé, un peu la Hobbes, mais pas, je ne suis pas d'accord avec vous pour le despotisme. Je vous remercie. Oui, Ali Aljen, je suis maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion et au laboratoire PS2D. Bon, je remercie vivement les deux orateurs et je m'adresse plus particulièrement à notre doyen, c'est Abdjabbar Bsayes, que je félicite et je lui souhaite bonne continuation. Bon, j'ai une question, enfin une remarque en ce qui concerne bon, ce modèle un peu de la réduction ou cette façon de voir comment concilier l'intérêt des capitalistes ou avec l'intérêt ou le bien-être social. Est-ce que cela ne rappelle pas un peu le modèle qu'on a connu pendant les années 70, connu sous le modèle de Hedinouira, où on a en fait réduit le salaire par la compensation. On a maintenu donc un salaire réel très faible et on a taxé le capital. Bon, vous dites un taux fixe, un taux constant, donc il faut taxer à un taux fixe constant les profits,
Bon, est-ce que cela ne rappelle pas un peu cette façon de voir et que beaucoup disent que la Tunisie a connu les 10 glorieuses pendant la période de Nouira. Est-ce que cela ne rejoint pas l'autre? Alors, sans perdre beaucoup de temps, et pour donner quelques petites idées relatives aux deux interventions que je trouve excellentes, même si je n'ai pas tout compris de l'intervention de Lady Zaïm. Donc je vais tout simplement me permettre d'affirmer un certain nombre de choses, faire des remarques de compréhension, et j'espère que tu vas m'éclairer dessus. Ma première remarque consisterait à dire qu'il y a une sorte, évidemment je peux me tromper, hein, il faut me corriger tout à l'heure, qu'il y a une sorte d'apologie du marché à travers votre discours. Une apologie du marché. Il y a cette idée de l'apologie du marché. Peut-être que du point de vue de la théorie, ce primat de la conception néoclassique, bien qu'à mon sens, je l'ai noté ici, au niveau de la théorie, il y a plusieurs tours de passe-passe et des concepts qui ne sont peut-être pas toujours traités à leur endroit. Quand vous assimilez, j'estime par abus, mais c'est aussi erreur, que de dire la somme du capital constant au physique plus le capital circulant, ça donne la composition ou un concept qui serait proche de la composition organique du capital, c'est pas tout à fait juste. La composition organique du capital dans la pensée de Marx, c'est le rapport et non pas la somme. C'est surveiller le capital mort divisé par le capital vivant. Attends, mais juste, pourquoi c'est important? Parce que en imaginant que la question de la transformation de la valeur en prix soit résolue, l'on peut passer alors déterminer la loi de la baisse tendancielle du taux de profit. C'est pratiquement un peu ce que vous faites. Et pour sauver ce capitalisme, qu'est-ce qu'on va faire? Vous dites, je baisse les prix. Mais qui êtes-vous? Vous êtes Walras. Je veux dire, le commissaire-priseur de Walras. Et vous voyez que pour le fonctionnement même d'une économie décentralisée, nous avons besoin d'une institution qui est centralisée. C'est aussi un peu le problème des économistes lorsqu'ils essayent de traiter des problèmes de coordination entre les différents agents. Dès qu'on exclut une variable, n'importe laquelle, la monnaie, une institution du domaine de l'économique, on ne peut la réintroduire qu'à travers ses fonctions. Donc, toute votre construction qui repose sur ce petit z, et j'ai aimé l'initiale, ça me rappelle Zaïm. J'ai dit petit z, donc ça fait head Zaïm, et c'est bien. Ça aurait pu être alpha, voilà. Mais z, ça fait joli. Donc, j'ai apprécié. Donc, revenons à nos moutons, disait Topaz. En fait, il y a un certain nombre de tours. Il y a un certain nombre de tours que je qualifie de passe-passe. Peut-être parfois un certain nombre d'imprécisions. Et aussi des recommandations, comme si vous étiez, effectivement, vous qui écrivez ce truc, ce despote qui a cette capacité, effectivement, de baisser les salaires. Donc, autant dire, flexibiliser les salaires et retrouver un certain équilibre. Autre chose, deuxième idée, donc au-delà de l'apologie du marché et des réflexions théoriques que l'on peut faire dessus, le contrat social, au bout du compte, à mon sens, c'est comme si ça revenait à faire de la comptabilité monétaire. Évidemment, je peux me tromper, hein, il faut tout simplement me corriger. Pourquoi ça? Le fait de traiter de l'économique comme étant de la comptabilité monétaire, c'est très intéressant et surtout assez confortable. Dans les années 80, au début des années 80, il y avait pour moi un excellent théoricien français, Jean Cartelier, dont j'étais un des élèves. Il avait, avec Carlo Benetti, écrit un ouvrage. Au-delà de valeurs et répartition, toute cette lecture à laquelle on était formé, hein, la lecture, nous les néo-ricardiens, la lecture sraffaïenne, il avait écrit un ouvrage, Marchand, salariat et capitaliste. Une des critiques qui lui était adressée par les économistes, entre guillemets, vulgaires, c'est-à-dire les économistes classiques. Le qualificatif vulgaire remonte à Marx.
C'est lui qui qualifie le classique de vulgaire. Il y a l'économique, la vraie, qui est la critique de l'économique, ou l'économie politique, et l'économie vulgaire, l'économie des classiques à laquelle nous revenons. Donc, en fait, ce que vous nous proposez, c'est une lecture désincarnée. Le terme est vôtre. C'est une lecture un peu désincarnée de la pensée économique. Pourquoi je me permets de dire ça, Hedi, avec toi? Parce que tu accepteras volontiers mes remarques. Et au bout du compte, quand on veut faire un contrat social, et si l'on voulait s'inscrire dans le mainstream, dans la pensée principale de l'économie, un contrat social qui n'existe pas. C'est quoi ça, cette histoire de contrat social qui n'a jamais existé? Un contrat, c'est tout simplement un rapport d'échange entre deux parties. Et c'est peut-être, lorsqu'on dit contrat d'échange, ça veut dire un échange entre équivalents. Si ce n'est pas un échange entre équivalents, ça serait un contrat de soumission, qui pourrait être un rapport de soumission monétaire. Je te déclare 100. Moi, j'ai la capacité d'être sujet alors que toi, tu es non-sujet. Ou encore un rapport de soumission étatique et donc de rapport despotique. Voilà, merci. Merci Jean-Louis Rastoin, vous m'avez vu ce matin. Je voudrais d'abord m'excuser pour ma maladresse dans le maniement des outils technologiques, parce que mon PowerPoint était illisible pour la salle, on me l'a dit après. Donc je vais renvoyer un PDF à Samir, et il pourra... À toi, voilà. Je te le renvoie et il sera diffusé. Je voudrais intervenir, parce qu'on m'a interpellé, là. Merci pour les exposés, vraiment très, très féconds, sur la question de l'économie sociale et solidaire. Je crois que les fondamentaux dans les changements que nous souhaitons pour être résilients par rapport à la crise systémique, c'est la gouvernance. Le principal des fondamentaux, c'est la gouvernance des organisations. Donc je fais appel à l'économie néo-institutionnelle, qui a eu plusieurs prix Nobel, hein, Williamson, Ostrom, etc. Qu'est-ce que c'est que la gouvernance? C'est la façon dont le pouvoir est organisé et contrôlé dans les organisations. Donc si on ne change pas ça, rien ne changera. Alors effectivement, l'économie sociale et solidaire est un moyen. Je prends l'exemple des coopératives qui sont très présentes en Europe. Dans les coopératives, les actionnaires, ce sont les agriculteurs, ils sont aussi des clients et ils sont aussi des fournisseurs. Donc déjà, on passe d'une gouvernance purement actionnariale à une gouvernance un peu partenariale. Mais il faut aller plus loin, parce qu'il ne suffit pas d'avoir dans la gouvernance les fournisseurs, les clients, il faut avoir les salariés. Et ça renvoie à la cogestion à l'allemande. Dans la cogestion à l'allemande, les salariés sont présents dans les conseils d'administration. Donc il faut entendre leur voix. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller vers la gouvernance partenariale pour remplacer la gouvernance actionnariale. C'est pour ça que j'ai signalé les B Corp aux États-Unis. Le problème des B Corp, c'est que c'est un label privé. Donc c'est discutable. Par contre, la loi Pacte en France est une loi qui crée les entreprises à mission, dans lequel on met sur un plan d'égalité les 3 missions du développement durable. Ça a été un peu écorché par notre ami, le premier orateur, bien sûr, mais quand même, ça permet d'aller un peu plus loin que le seul critère du marché, le seul critère marchand, puisqu'on introduit l'environnement et on introduit le social. Et donc, si on va vers une gouvernance partenariale inclusive et partagée entre tous les acteurs de ces organisations, eh bien, je pense qu'on fera un pas très important vers le changement. Sinon, on ne pourra pas y arriver, c'est évident. Et je termine en disant que la gouvernance, évidemment, ça concerne en premier lieu les États. Oui. Hein, évidemment. Dans les organisations, il y a d'abord l'État qui a la souveraineté économique. Et ensuite, on peut redescendre au niveau des autres acteurs des sociétés, et notamment les entreprises. Ça me paraît très important. Merci beaucoup. Je crois que bon, on a eu suffisamment de réactions. Je vous donne la parole, c'est Abzabar, pour réagir. Et puis après... Il demande, pardon, si l'évolution telle qu'on la constate est appelée à
se prolonger et à se renouveler. C'est bien cela la première question, n'est-ce pas? Bien. Et vous avez commencé par rappeler l'évolution de la monnaie et des formes que la monnaie a prises. Je rappelle à mes chers collègues et amis que d'abord c'était le sel, c'était le troupeau. On échangeait des bêtes comme moyen de paiement. Puis on en est venu petit à petit pour aller vite, à la dématérialisation de la monnaie, jusqu'à la monnaie scripturale. Vous avez évoqué le Bitcoin de Silhedi. Je vous avoue d'abord que je m'y connais mal pour vous répondre. Mais, par contre, ce que je peux vous avancer, c'est que, et en reprenant un peu Marx, qui disait que il faut laisser le progrès technique avancer. Dans quel sens? Parce qu'en développant les forces productives, cela libère l'homme de l'effort à fournir. Et c'en était pris au mouvement luddite en Angleterre, où il y a eu de la part des ouvriers des machines cassées. Il leur a administré une leçon d'histoire, si j'ose dire, en disant que ça va vous libérer. La machine va vous libérer. Et donc, en fait, c'est une forme de progrès à laquelle il fait appel. 1. 2. Si je reprends l'argumentation de Colin Clark en primaire, secondaire et tertiaire, et ici on ajoute, si vous voulez, l'interprétation qu'en donne Fourastide pour expliquer le passage d'un stade à un autre, c'est le progrès technique. Si on passe d'abord d'une production agricole vers l'industrie, le secondaire, c'est parce qu'on a pu libérer la main-d'œuvre du sol et que ensuite on a pu, grâce aux machines, etc., développer le tertiaire, à une condition, qu'il y ait toujours un socle à partir duquel le tertiaire peut se développer. Je prends un exemple. Si vous voyagez, c'est du tertiaire, mais il vous faut des avions et des bateaux, qui, eux, sont la production du secondaire. Et donc, une association secondaire-tertiaire, 1, 2, la technologie que combat mon vieil ami Hedi Saïm. La technologie permet de réduire l'utilisation des matières premières et de l'énergie. Je prends un exemple. Maintenant, les compagnies d'aviation cherchent les unes les autres à se faire concurrencer par la production d'appareils d'avion qui consomment le moins d'énergie possible. Grâce à quoi? Grâce à la technologie. Et en fait, ça ne peut pas s'arrêter. Pourquoi? L'homme est toujours capable d'innover. Il y a toujours une idée nouvelle. Et l'histoire de l'humanité nous le montre. La guerre du feu, qui est une des premières manifestations de l'homme et du succès de l'homme. C'est dans un roman de quelqu'un qui s'appelle Daniel Defoe et qui montre que l'homme a su créer le feu. Le feu, il ne le savait pas, il l'a créé. Et à partir du feu, c'est toute l'humanité qui s'est développée. Car le feu, c'est l'énergie. Et l'énergie a pris différentes formes. Qu'elle était en bois, d'abord. On abattait les arbres. Il n'y avait pas autre chose comme possibilité d'énergie. Puis ensuite, on en est venu aux fossiles, c'est-à-dire le minerai de charbon. On en est venu au pétrole. On en est venu à l'électricité. On en vient à l'atome. Autrement dit, il y a toujours cette évolution grâce, nonobstant ce qu'on pense l'être, grâce à la technologie. C'est la technologie de la maîtrise de l'atome. C'est quelque chose de phénoménal. La technologie incluse dans la 380, l'avion de Sud Aviation. C'est une merveille de technologie qui prend deux versions, 500 passagers ou 800 passagers. C'est quelque chose de remarquable. Ah, excusez-moi, je me fais mal entendre. Parce que j'utilise mal, je suis un homme du passé. La technologie, j'utilise mal. Bref, à votre réponse, à votre question, vous dites qu'il n'y aura pas un arrêt de l'innovation. On innove tout le temps. Et moi, je dirais, c'est tant mieux. Monsieur, lorsqu'il y a peut-être 15-20 ans de cela, on se réunissait en salle. En hiver, nous grelottions de froid. En été, nous souffrons de la chaleur. La technologie a permis d'avoir des climatiseurs un peu partout. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes les trois, à l'écran qui nous réchauffe. Bref, mais n'empêche que la technologie nous permet et de nous réchauffer l'hiver et
de nous rafraîchir l'été. Et ça continue. Jusqu'à ce, je ne parle pas du téléphone portable où, dans le temps, pour communiquer, les gens se déplaçaient eux-mêmes pour porter. Vous savez, il y a l'ouvrage de la Méditerranée des 60 jours. Pas un historien, j'ai oublié son nom maintenant, qui montre que pour transmettre un message, il pensait à la flotte turque, les Ottomans. Pour transmettre un message, il fallait 60 jours pour que l'information passe de l'Orient à l'Occident. Aujourd'hui, en un clin d'œil, vous avez l'information en temps réel, instantané. Mais tu ne sais pas le faire. Oui, je ne sais pas le faire, c'est vrai. Oui, je ne sais pas taper à la machine, je ne sais pas utiliser le temps. Oui. Donc, en fait, j'ai tellement envie de dire des choses pour vous donner satisfaction, n'est-ce pas? N'empêche, pour conclure, hein, je crois qu'il faut se ranger du côté du progrès qui progresse, voyez-vous, et cela grâce à la technologie. Sans technologie, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas innover. La dernière chose, Edison, pour avoir trouvé la lampe incandescente qui nous permet de nous éclairer, a procédé à 9000 expériences. Je dis 9000, jusqu'à ce qu'enfin, il découvre que le métal approprié pour la lampe est le tungstène. Et, dernière chose, il fallait faire le vide dans l'ampoule pour que la lumière fût. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je vais pouvoir répondre à tout le monde. Saada, vous avez dit, le contrat social, est-ce valide? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, mais moi je crois que c'est un concept qui n'est pas valide, qui n'est pas opérationnel, le contrat, comme l'a dit Hamad, le contrat, il a dit que c'est une opération d'échange. Ce qui s'est passé, le contrat, il faut que quelqu'un, qu'il y ait derrière des intérêts. Et malheureusement, s'il y a des intérêts, ce sont les intérêts dominants qui vont orienter le contrat. Même si le contrat dit A, ils peuvent le faire dire B lors de son exécution. C'est le problème, c'est... l'arbitre n'existe pas, justement. Ça n'existe pas, l'arbitre. Il n'y a aucune neutralité possible, même de l'État, si vous voulez. C'est pour ça que moi j'ai dit que nous n'avons pas trouvé d'alternative au marché. C'est vrai, comme nous n'avons jamais pu trouver d'alternative au vote à la démocratie représentative. La démocratie représentative, c'est un peu le pendant du marché sur le plan politique. Hein. Donc, mais ça ne veut pas dire que... Moi, ce que j'essaie de faire, c'est comment faire que le marché aboutisse à ce que je veux, en tant que force de régulation avec toutes mes limites. C'est ça que j'ai dit, le chat. Que ce chat, je n'aurai jamais un chat qui chassera pour le bon Dieu. Ceux qui ont dit qu'ils chassaient pour le bon Dieu, on les a vus 10 ans, ils ont chassé surtout pour eux-mêmes. Donc n'attendez pas que quelqu'un chasse pour la société. Comment la recherche de l'intérêt individuel puisse-t-elle être canalisée en même temps vers la recherche de l'intérêt collectif? Donc en Tunisie, et je maintiens, Ali, tu as dit, est-ce que le modèle de Nouira, Nouira n'avait aucun modèle. C'était l'une des plus grosses erreurs contre laquelle je m'insurge, c'est qu'on parle de libéralisme à l'époque de Nouira. Jamais on a été aussi étatiste que pendant la décennie de Nouira. Jamais l'État n'a intervenu avec force. Tout, l'État faisait tout parce que l'État avait de l'argent. Elle avait beaucoup d'argent, l'État. Le jour où les caisses se sont vidées, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu janvier 84 avec tout ce qui est... Il y a eu 78 déjà, et puis janvier 84. Donc, c'est vrai que Nouira n'a pas baissé les salaires. Jamais les salaires n'ont augmenté autant que lors de cette décennie. Jamais nous n'avons connu une croissance aussi forte. L'État distribuait à gauche et à droite des sous. Ce n'était pas un contrat social où tu donnes et tu reçois. C'était un contrat de partage du gâteau.
Et d'un côté, il y avait les syndicats qui prenaient leur part, mais surtout, il y avait le capital qui prenait la plus grande partie. Jamais. Ce n'est pas vrai. Et je suis prêt à en débattre si vous voulez. Hamad El-Fahri, Sadri Rahab, tu es mon ami, mais tu as été très inamical. Jamais tu n'aurais dû dire un tour de passe-passe. Jamais. Tu ne devrais pas le dire. Je ne suis pas un prestidigitateur qui fait le carte qui tire un lapin de son chapeau. Si j'ai tiré un lapin de mon chapeau, dis-moi, le lapin était dans le chapeau, mais on ne le voyait pas. C'est pour ça que je n'aime pas faire des conférences. J'écris des livres. Alors quand j'écris un livre, tu le lis et tu viens et tu me dis, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ah mais je n'ai pas fait de tour de passe-passe. Vous n'avez pas compris, peut-être. Mais dire de tour de passe-passe parce que tu n'as pas compris, ça, arrêtez. Oui, attendez que je termine. On ne parle pas de tour de passe-passe quand on est des hommes de science. Critiquez-moi sur ce que j'ai dit. Malheureusement, pour le critiquer, il faut que vous lisiez tout. Il y a des nuits et des jours de travail derrière ce que je dis. Et je suis obligé de dire très vite des choses. Fahmtni. Donc, vous avez tort sur ce plan, mais ce n'est pas grave. Le Z, oui, c'est parce que c'est Zayem. Oui, c'est mon nom. D'ailleurs, dans le livre, ce n'est pas Z, c'est Zeta. Comme ça doit être une lettre grecque. Et c'est aussi parce que c'est les nombres complexes, parce que tout est complexe. Ouais. Rien n'est simple. Et c'est un complexe. Si vous voulez, moi, je déteste parler sous la pression du temps parce que tu es obligé de... Et malheureusement, ceux qui vous écoutent... Parfois, vous lisez... Vous savez, la première fois que j'ai soumis des choses à Mustapha Nebli, il m'a appelé tout de suite. Ah, il m'a dit ça, c'est faux. En fait, et après, on a montré que ce n'était pas faux. C'est-à-dire que c'est des choses compliquées, c'est des choses très compliquées, c'est des choses qui... Donc, le jour où je publierai, vous lirez. Et là, si vous voyez que le lapin était dans le chapeau, déjà, vous dites, le lapin est dans le chapeau, et vous essayez de nous faire croire. Michel, je te donnerai le droit de réponse. Non. Hamad, on n'est pas là pour polémiquer. Je crois que mon partenaire scientifique. On est en train d'achever notre séance. C'est Lhedi. Bon, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici qui doute de votre travail. Ce n'est pas du tout le sujet. Et vous avez raison d'insister sur le fait qu'il faut d'abord lire avant de se prononcer, etc. Donc, restons dans cette démarche vertueuse. Nous allons attendre, personnellement, non, très sincèrement, j'attends avec beaucoup d'impatience votre démonstration. Mais bon, on ne peut pas, sur la base de 2 ou 3 slides, juger de la pertinence d'une démonstration. Jean-Louis, on va donc, je proposerai à Samy, justement, voilà une idée vraiment d'une table ronde quand le livre sortira, d'un workshop, où on pourra, qu'il se donne les moyens de présenter après lecture. On trouvera 3 ou 4 discutants de très haut niveau pour justement essayer de... J'ai toujours fait honneur à ces travaux et son dernier livre a fait l'objet d'un workshop. Oui. Je sais, ça a été fait aussi pour Mustapha Kemal Nebli, etc. Donc il n'y a pas de... Mais je voulais juste dire que personnellement, je serais très intéressé. Non, mais je voudrais dire un mot à Jean-Louis pour finir, Monsieur le Président. Nous partageons les mêmes idées. Je suis d'accord avec vous justement sur la nécessité, sur le plan de la gouvernance, d'avoir un nouveau type d'entreprise. Mais moi, je crois que la seule forme viable d'entreprise, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle s'inscrive dans le cadre du marché. C'est-à-dire quoi, s'inscrire dans le cadre du marché? Ça veut dire subir la concurrence avec les autres, le secteur, chercher le profit, être durable, être vivable. Et c'est pour ça que, et ça c'est une autre longue histoire, j'espère qu'un jour on aura l'occasion d'en parler, que ma conception des unités de ce tiers secteur qui est l'économie sociale, c'est qu'elles doivent se comporter comme des entreprises privées. Mais avec des particularités qui feront qu'elles seront plus
porter sur l'intérêt général. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais vraiment, en votre nom à tous et en mon nom personnel, remercier nos deux éminents conférenciers. Vraiment, on a passé, en tout cas pour ma part, une très très bonne après-midi avec des stimulations pour la réflexion. Je crois qu'on souffre tellement dans ce pays de la pensée unique que pour une fois que l'on trouve justement une réflexion qui soit autre, on devrait plutôt s'en satisfaire. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.